tous. Alors, oui, d'accord, c'est l'enregistrement qu'on vient d'entendre. Bon, Ouais. ok. Donc, oui, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette petite heure qu'on va passer ensemble. Alors, je ne vais pas prétendre vous faire un cours de marketing, hein, Céline, c'est gentil, mais c'est plus un éclairage avec un titre volontairement provocateur, voulu par Francis lui-même d'ailleurs, hein, sur penser client avant de penser cabinet. Parce que par rapport à la mise en place de la facture électronique, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vos clients vont attendre des choses différentes de leur cabinet. Tout le monde aujourd'hui se pose la question, hein, de comment on va mettre en place cette facture électronique, quel PDP, quels OD, comment je vais faire, comment ça va se passer. Bon, et la tentation pourrait être importante pour un cabinet de dire, bon, ben, je vais m'organiser en interne, moi je vois les choses comme ça, et puis j'embarque mes clients avec moi. Oui, il va falloir faire ça parce qu'il va falloir définir la stratégie du cabinet, les valeurs du cabinet, mais il faut quand même faire attention, et on va voir pourquoi. C'est important de penser client et de se mettre du point de vue du client pour l'embarquer avec vous et pour l'embarquer le mieux possible. Donc, on va parler aujourd'hui de plusieurs petits concepts, notamment vous faire un petit focus sur ce qu'est l'expérience client, puisque dans ces phases de changement, effectivement, il faut embarquer les clients, il faut les convaincre, mais il faut aussi prendre en compte leurs souhaits, leurs besoins dans leur globalité. Et il faut veiller à ce que l'expérience de nos clients, hein, que ce soit les clients du cabinet ou les nôtres, côté éditeur, soit la meilleure possible, et on va voir pourquoi. Et puis, donc, on va commencer par définir l'expérience client, pourquoi c'est important de soigner cette expérience client. Ensuite, on fera un petit focus sur les attentes des clients et le cabinet de demain. Donc là, je vous ai remis quelques petites études qui enfoncent un peu des portes ouvertes, mais ça permet quand même de bien resituer les choses dans leur contexte. Et puis, on abordera des exemples un peu plus concrets peut-être sur la manière de segmenter les clients, et avec un cas pratique sur comment accompagner vos clients, avec un cas précis sur le métier du bâtiment, puisque ça illustrera le fait que chaque client a des besoins particuliers et qu'il faut savoir y répondre et adapter votre offre en fonction du client. Alors, qu'est-ce que l'expérience client ? L'expérience client, vous avez tous une expérience client, hein, et c'est finalement ce qui va faire que votre client, il va avoir un bon souvenir de vous ou avoir une bonne image du cabinet, de l'entreprise à laquelle il s'adresse, et qui va faire en sorte que cette image va le pousser ou non à parler positivement de vous. Donc, en fait, l'expérience client, c'est toutes les interactions qu'un client va avoir, on va dire avec le cabinet, hein, puisque là, on parle des cabinets d'expertise comptable. Donc, toutes les interactions qu'il va pouvoir avoir avant son acte d'achat, pendant le moment où vous allez travailler avec lui, produire l'émission pour lui, et après. Et ce qui est important, c'est que toutes ces interactions soient forcément positives et qu'il vive l'expérience qu'il a avec vous de la manière la plus simple et mémorable possible. C'est-à-dire qu'à tous les stades de son contact avec le cabinet, quelles que soient les personnes à qui il s'adresse, il faut qu'il ait une expérience positive et qu'il se dise, tiens, là, waouh, super, ils ont vraiment compris ma question, ils y ont répondu dans des temps qui sont compatibles avec ce que j'attendais. Vraiment, ils sont top. Et l'objectif, évidemment, c'est que tout ça, toute cette expérience positive fasse que votre client aille parler positivement de vous à d'autres clients potentiels. Parce qu'on le sait tous, un client mécontent va en parler à 11 personnes autour de lui. Alors, on dit même que maintenant, c'est plutôt 15-20 personnes grâce aux réseaux sociaux. Par contre, un client content, il le dit rarement spontanément. Donc, c'est d'autant plus important de soigner son expérience client parce qu'il y a cette nature humaine qui fait qu'on parle plus facilement des choses négatives que des choses négatives, que des choses positives. Vous pouvez d'ailleurs
réfléchir à ça. Quand vous mettez des avis sur les réseaux sociaux, est-ce que vous mettez des avis plutôt quand vous êtes content ou plutôt quand vous êtes mécontent? On peut faire un petit tour de table, on n'est pas nombreux. Qui récemment a mis un avis négatif sur un réseau qu'il a eu à droite à gauche? Personne. Moi, je like quand c'est positif. Les micros sont coupés. Ouais. Moi, je suis pas Je très mets pas d'avis sur les réseaux réseaux sociaux. Vous n'êtes pas très réseaux sociaux, c'est ça? Moi, oui, Brigitte, moi, je suis pas très réseaux sociaux. Alors, je vais liker, voilà, de temps en temps, si je regarde, mais je suis pas. Je mets jamais de négatif. Non, moi, et je réponds rarement. Oui, D'accord. donc, si on y C'est réfléchit, pareil, je ne veux pas trop d'avis. Pas trop de on réfléchit, négatifs. on va se contenter d'un petit like quand on est content. Et la rare fois sur 20 où on va se fendre d'un commentaire, ça va être si on a vraiment un truc à dire pour râler. Donc, c'est certain qu'on y pense surtout quand c'est du négatif, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, ce n'est pas mon cas. Alors, c'est vrai que je vais aussi très peu sur les réseaux sociaux, mais quand je parle de quelqu'un, je dis souvent le bien. D'accord. Vous êtes bravo. Il y en a qui ont des bons fonds quand même. Ouais, C'est des parce qu'on experts est des gens comptables ont bien. des bons fonds. Voilà, des bons fonds, c'est ce qu'on va. C'est Non, la mais conclusion. c'est réseaux sociaux généralement ou autres, hein, mais effectivement, le cas de dire on pense surtout à signaler quand on a eu un problème. Enfin, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, je mets rarement des avis, mais plus qu'on discute entre nous, le premier réflexe, c'est de parler des quels problèmes qu'il y a eu, pas de où ça s'est bien passé, quoi. Ouais. Voilà, donc en fait, quand ça se passe bien, on a un peu tendance à se dire que c'est normal. Et alors, même si vous n'êtes pas tous comme ça, hein, notamment Isabelle, bravo, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas non plus forcément sabrer les gens, mais globalement quand même, il y a beaucoup plus d'avis négatifs postés sur les réseaux sociaux que d'avis positifs. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, et de toute façon, c'est naturel. Donc, tout ça pour dire que soigner son expérience client, c'est important. Et vraiment, c'est important de la soigner à tous les niveaux, hein, tous les points de contact que votre client peut avoir avec le cabinet. Alors, pourquoi? Évidemment, pour fidéliser les clients existants, hein, c'est assez difficile de gagner des clients. Et quand ce sont des bons clients, on a envie de les garder. Et puis, l'idée derrière aussi, c'est d'en acquérir de nouveaux par la cooptation. Et il faut donc garder en tête que proposer des services de qualité, des missions qui sont faites aux petits oignons, etc., c'est évidemment indispensable, mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, les clients ont besoin de se sentir vraiment accompagnés dans leur entièreté, hein, pas que sur leur métier pur et dur. Et la manière dont on leur parle, la manière dont on les accueille au téléphone, la manière dont on leur pose des questions, la manière dont on analyse leurs besoins, dont on les fait parler, dont on s'intéresse à eux, tout ça, ça fait partie de l'expérience client et ça va nourrir un avis positif ou négatif. Donc, il faut vraiment que votre client il ait l'impression que vous servez ses intérêts avant les vôtres, bien évidemment. Alors, comment on peut améliorer l'expérience client? Il y a trois grandes familles, hein, de choses à observer. La première et la plus importante, c'est l'écoute. L'écoute et encore l'écoute. Alors, l'écoute, ça ne veut pas dire que vous allez voir votre client, bonjour monsieur le client, je vous écoute, racontez-moi votre vie. C'est savoir les faire parler. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écoute aussi active. Et c'est qu'on va qualifier son besoin effectivement par rapport à son métier, par rapport à son activité, par rapport à son entreprise, par rapport à son chiffre d'affaires, par rapport à un certain nombre d'éléments factuels. Mais il va falloir aussi l'écouter sur les autres aspects de sa vie. J'y reviendrai tout à l'heure sur notre petit artisan du bâtiment. Mais concrètement, un client, il a effectivement son entreprise à mener, son business à mener, mais il a aussi à côté sa vie personnelle. Il a aussi sa manière d'être, son profil psychologique. Et donc, on est obligé de le faire parler pour avoir une vision 360 de notre client, de manière à lui proposer les missions qui vont correspondre vraiment à son besoin et à ce qu'il attend de nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de le faire parler et de collecter toutes les infos
qui vont nous permettre derrière de nourrir la meilleure proposition pour notre client et d'arriver même à lire entre les lignes et à entendre ce qui ne nous exprime pas réellement. Voilà. Alors ensuite, le deuxième point, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité. Il va bien sûr falloir s'adapter aux besoins du client. Vous avez peut-être défini dans le cabinet un certain nombre de missions, je pense notamment à l'offre commune. Alors, est-ce que cette offre que vous avez définie, il faut vraiment la copier-coller sur chacun des clients en fonction de l'activité? Non, évidemment, il va falloir adapter à chacun des clients, donc peut-être prendre un petit bout de l'offre et après, dans la manière de la présenter au moins, s'adapter aux besoins du client pour lui montrer dans cette offre ce qui correspond particulièrement à ses besoins. Parce que votre offre, elle peut contenir un certain nombre d'éléments dont certains ne vont pas intéresser particulièrement votre client. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire le rapprochement dans le vocable que vous allez utiliser et dans la manière dont vous allez présenter les choses à vos clients, de lui présenter ce qui est pertinent pour lui et ce qui va faire mouche par rapport à ce qu'il vous aura exprimé comme besoin. Je suis désolée pour mon élocution qui est vraiment pas très bonne aujourd'hui. Ce que je disais à Céline, je sors de 10 jours de ratiboisage d'une maladie bizarre et donc je suis pas très en forme. Je vous prie de m'excuser. Et le troisième point, c'est qu'il faut arriver à créer une relation. Voilà, que ce soit vous ou vos collaborateurs, la partie relation humaine est vraiment super importante. Alors aujourd'hui, on fait de plus en plus de web rendez-vous. C'est vrai, ça permet quand même une proximité et des points de contact qui sont plus réguliers et peut-être plus souvent avec vos clients. Néanmoins, allez les voir et continuez à aller les voir de temps en temps ou organiser des points de contact physiques avec eux. On le verra tout à l'heure, ça reste quelque chose de très important. Et le relationnel, c'est ce qui fait souvent la différence. Quand on hésite entre deux fournisseurs, c'est la qualité de la relation que l'on a établie avec l'un d'entre eux qui va donner le petit boost pour basculer chez l'un plutôt que chez l'autre. Et donc, c'est important que vos clients connaissent vous, bien sûr, et aient une relation avec vous, mais aussi et surtout avec tous les collaborateurs avec lesquels ils vont être amenés à devoir collaborer en interne et qu'ils sachent avec qui ils vont travailler. Alors, les bénéfices de l'expérience client, on a un petit chiffre là, c'est qui est important quand même, qui dit que 86% des consommateurs qui ont vécu une excellente expérience sont susceptibles de renouveler leur achat auprès de la même entreprise, alors qu'ils ne sont que 13% à souhaiter le faire lorsqu'ils ont été confrontés à une mauvaise expérience. Alors, je ne sais pas si on n'est pas là pour faire de la pub, mais bon, vous avez peut-être eu l'expérience d'appeler un jour un opérateur téléphonique parce que vous aviez un problème. Et cet opérateur téléphonique, il passe un script, ses collaborateurs ont un script et puis ils ne prennent pas du tout en compte votre problème parce que vous, comme vous êtes quand même un petit peu au fait, quand ça ne fonctionne pas, vous regardez, vous débranchez votre box, vous la rebranchez, vous faites déjà pas mal d'opérations avant de les appeler. Et c'est assez énervant quand on vous déroule un script sans prendre en compte ce que vous êtes en train de leur dire. Et bon, moi, ça m'est arrivé chez Orange, pour ne pas les citer. Je suis basculée chez Free et bon, c'était guère mieux. Par contre, un jour, j'ai eu besoin, avec mon téléphone portable, d'appeler, parce que j'étais totalement plantée. Et donc, j'ai appelé, je ne vais pas citer la marque, mais c'est une marque très connue. Et j'ai vraiment été impressionnée de la qualité de la prise en compte de ma demande. Ils m'ont écouté, ils ont tout de suite compris où j'en étais, quel était mon problème. Et vraiment, dans les termes, etc., j'avais vraiment l'impression qu'ils me prenaient en compte de manière totale. Et je peux vous dire que je parle toujours très positivement de cette marque et qu'à chaque fois que j'ai besoin de changer de téléphone portable, aujourd'hui, je retourne vers cette marque-là. Bon, ça paraît évident, mais c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on a bien sûr tous naturellement tendance
à aller vers les entreprises qui nous apportent la meilleure satisfaction. Donc, avoir une bonne expérience client et soigner votre expérience client, c'est source de revenus supplémentaires pour le cabinet. Ça va aussi améliorer la vie du client au cabinet parce que vous pourrez petit à petit, avec une relation de confiance établie, lui proposer de nouvelles missions, expérimenter de nouvelles choses. Ça améliorera bien sûr la valeur de votre cabinet en augmentant la fidélité et la fameuse probabilité de recommandation de vos clients. Alors, on parle d'acheteurs, mais pour les cabinets, on va plutôt parler de clients quand même. C'est vrai que c'est plus sympa quand même quand on interroge une entreprise sur la relation avec son expert comptable, qu'elle nous réponde « Ah ben, il est top, il répond toujours à mes attentes, il va même au-devant de mes attentes », plutôt que d'entendre de toute façon, il me prend 3 500 € par mois et je comprends pas bien, par an et je ne comprends pas bien pourquoi. On a encore quand même beaucoup ça. Hein. Et puis, bien sûr, ça permet de renforcer le lien avec vos clients et de prendre en compte les changements comportementaux. Alors, de prendre en compte les changements comportementaux, mais surtout de les anticiper, c'est-à-dire d'aller au-devant. Alors, cette expérience client, vous pouvez en être convaincu, vous pouvez la soigner à votre niveau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut quand même que vous embarquiez avec vous tous vos collaborateurs, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'expérience client, c'est vraiment l'ensemble des interactions que votre client va avoir avec l'ensemble des points de contact qu'il va avoir au cabinet. Donc, évidemment, il faut embarquer les collaborateurs. Alors, on dit souvent, les collaborateurs, ce n'est pas facile parce que ils sont nés dans le guidon, ils n'ont pas été habitués à ça, ce n'est pas des commerciaux, bien sûr, ce ne sont pas des commerciaux et on ne leur demande pas de devenir des commerciaux. Si on veut transformer un collaborateur comptable en commercial, je pense qu'on se trompe de combat. Néanmoins, on peut leur enseigner un savoir-être, on peut leur enseigner les soft skills, hein, les fameuses compétences comportementales, et ce sont des choses qui s'apprennent et qui sont plutôt sympas à apprendre parce que ça les sort aussi de leur quotidien. Et puis, on se rend compte quand même qu'on a 66% des collaborateurs qui attendent plus d'informations de la part de leur manager. Alors, c'est de l'information d'une manière générale, hein, sur la vie du cabinet, sur les évolutions, etc. Mais c'est de l'information au sens général. Et ils attendent aussi de pouvoir monter en compétences. Alors, ils n'ont pas forcément le temps, il faut l'organiser, etc. Mais en général, quand même, si on donne du sens, qu'on les forme et qu'on arrive à s'appuyer sur des ambassadeurs qui sont peut-être plus à même de tirer les autres, d'emmener les autres, eh bien, on s'aperçoit qu'on y arrive. Et de toute façon, si on veut avoir une bonne expérience client, on est obligé de sensibiliser tous les collaborateurs. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un à l'accueil qui soit acariâtre, ça paraît évident. Mais parfois, c'est pas mal de rappeler certaines évidences. Voilà, donc il y a vraiment cet état d'esprit qui est à insuffler à tous les niveaux. Alors, un petit focus maintenant sur le métier de l'expert comptable et les attentes de vos clients. Donc là, je vous ai remis une étude. Alors, attendez, parce que je ne tourne pas. Voilà. Donc ça, c'était… Ah oui, il faut me dire hein, si je fais des bêtises. Donc ça, c'est bon. L'état d'esprit à insuffler à tous les niveaux, donc je viens de vous le dire, je ne vais pas répéter. Et donc, le métier de l'expert comptable et les attentes de vos clients, hein, pour voir si on est bien en phase. Donc, je vous ai remis ici une étude qui a été faite par Dext. Alors, elle date de 2021, mais elle est toujours à peu près vraie. Bon, ça a un petit peu évolué depuis. Néanmoins, ce que l'on disait à l'époque, c'est que le temps consacré aux missions dans les cabinets, la répartition du temps consacré aux missions était essentiellement portée vers la tenue et la révision des comptes et la gestion de la paye, hein, pour une part très importante ou une part assez importante. Évidemment, tout ça évolue
avec la digitalisation, avec l'arrivée de la facture électronique, mais aussi avec l'arrivée de tous les outils qui vous aident dans votre quotidien. Et déjà en 2021, vous étiez très nombreux à dire qu'au cours des deux dernières années, vous aviez mis en place de nouvelles offres pour accompagner la transformation digitale de vos clients. Et si vous ne l'aviez pas déjà fait, vous étiez quand même plus des 2/3, ou des 3/4 même, à dire que vous étiez en train de le faire, ou que vous alliez le faire dans les années à venir. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La transformation digitale, elle est bien en route, à la fois dans les cabinets et à la fois chez les clients, grâce à vous, cabinets. Mais d'après cette même étude, quand on interrogeait les experts comptables sur les missions de demain, donc vous considériez à 75% comme un défi majeur la transition numérique, forcément, puisque vous étiez déjà pas mal dedans. Pour 56%, vous considériez la dématérialisation du processus de compta comme un défi majeur. Et par contre, sur l'importance de la relation client, le renforcement de l'accompagnement de vos clients, l'amélioration du conseil, le maintien de la relation client et de veiller à la fidélisation, quand je rassemble tous ces éléments-là, vous n'étiez qu'à 35% à répondre qu'il s'agissait d'un défi majeur. Alors attention, parce qu'effectivement, il faut aller vers le digital, il faut aller vers une transition numérique, mais il faut soigner sa relation humaine aussi. Et on voit bien aujourd'hui que la réussite de certains cabinets montre comment il est important de placer le client vraiment au centre du processus d'innovation. Donc, ce n'est pas parce qu'on va vers des relations de plus en plus digitales et numériques qu'il faut complètement bannir le côté humain. Encore une fois, c'est une évidence, mais parfois, ce n'est pas si facile que ça à faire. Donc, vraiment, soignons notre relation digitale, à la fois physique et digitale. Alors maintenant, on a vu que les cabinets étaient convaincus qu'il fallait aller vers le digital. De l'autre côté, qu'est-ce que les clients attendent d'un cabinet ? Donc ça, c'est une étude que nous avons faite, nous, chez EBP, en leur posant la question. Et donc, quand on les interroge spontanément, quand on leur demande ce qu'ils attendent d'un cabinet, voilà ce qu'ils nous répondent. Rien de bien transcendant, qu'on les aide sur les missions traditionnelles et notamment à satisfaire aux obligations légales, bien sûr. Me conseiller sur ce que je dois faire pour mon entreprise, m'aider à calculer mes prix de revient, vers où dois-je aller, quel axe dois-je prendre, si je fais tel choix, quels vont être les effets sur ma rentabilité, avoir plus d'informations chiffrées en temps réel. Ah, là, on se dit, tiens, une petite corrélation avec le besoin d'aller vers du numérique, et me décharger des tâches administratives. Bon, là, je pense que vous ne découvrez rien, c'est ce qu'expriment les clients. Mais si on lit un peu entre les lignes, c'est bien joli, vous voulez bien faire tout ça pour vos clients, il n'y a pas de souci, et vous savez faire. Mais il va quand même falloir qu'ils prennent un petit peu leur part, parce que c'est bien gentil de vouloir des infos chiffrées en temps réel, mais pour avoir des infos chiffrées en temps réel, il faut avoir les infos en temps réel. Alors c'est vrai que la facture électronique va nous y aider, néanmoins les clients vont quand même avoir aussi des choses à faire de leur côté pour pouvoir satisfaire finalement à leurs exigences. Et c'est là où, dans la réflexion que vous pouvez avoir avec vos clients par rapport à ces besoins qu'ils expriment, vous allez devoir construire des réponses, et il va y avoir peut-être aussi l'accompagnement de vos clients sur un enjeu informatique. Alors, on a encore ce chiffre, il ne bouge pas là, entre 15 et 25% des TPE qui sont sur Word ou Excel. Celles-là, elles vont être un petit peu embêtées quand même pour passer le cap de la facture électronique. Et en même temps, ce sont celles qui sont peut-être... Petite coupure, là? On dirait, oui. Ah. Ah, on a perdu Catherine. Catherine.
Le son qui est coupé, mais c'est pas... On a plus la présentation. C'est bon. C'est bon? C'est bon, revenu ouais, on a été coupé. Ouais, vous avez été coupé à quel moment? Les clients qui facturent sur Excel, en résumé. À un moment, on allait parler Ouais. des clients qui sont la cible prioritaire du sujet. Oui, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que bon, les clients, ils ont beaucoup d'attentes. Néanmoins, il y en a encore 15 à 25% qui sont sous Word ou Excel. Et cela, va falloir arriver avec l'avènement de la facture électronique à les emmener sur quelque chose d'un peu plus sécure, déjà, d'un point de vue légal. Parce que bon, aujourd'hui, ils ne satisfont pas du tout au BOI avec un Word ou Excel. Et puis, Word ou Excel, pour produire de la facture électronique, ça va être un petit peu compliqué. Catherine, juste oui. pour vous signaler qu'on ne voit plus votre écran en partage. C'est bizarre, ça. Partager l'écran. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tac. Merci, Céline. Est-ce que c'est bon, là? Ça va, oui, c'est super, on est bien. Ouais, c'est bon, je l'ai en bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû avoir une micro-coupure qui a tout coupé. Ok. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on a aussi un enjeu d'accompagnement sur la partie informatique. Alors, je vous ai montré ce que les clients expriment quant à leurs attentes vis-à-vis d'un cabinet. Mais ça, c'est ce qu'ils expriment spontanément quand on leur pose la question. Ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est que entre ce qu'ils expriment et ce qui est, parfois il y a un gap. Et il est vraiment très rare que le chef d'entreprise arrive à vous exprimer exactement ce qu'il attend. C'est pour ça qu'il faut savoir le faire parler, bien l'écouter et lire entre les lignes et arriver à capter dans ce qu'il vous dit ce qui va vous permettre de comprendre exactement qui il est et ce qu'il attend. Il faut aussi savoir qu'il est prêt à payer pour qu'on lui fasse ce qu'il n'a pas envie ou pas le temps de faire. Je pense que vous l'avez bien en tête, on est tous comme ça. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, si on a les moyens, bien sûr, mais on est capable de se donner les moyens de payer pour qu'on fasse à notre place quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que le client, il va être prêt à payer pour ce qu'il voit, pour ce qu'il voit de ce que vous faites pour lui. Si par exemple, vous lui proposez de trier tous ses papiers parce qu'il en a marre d'avoir ses classeurs en vrac, enfin ses papiers en vrac, tout de suite d'avoir des classeurs bien rangés ou plutôt d'avoir une GED bien organisée, ça va se voir. Et pour ça, il va être prêt à payer. Donc, il faut arriver à poser les questions qui vont bien pour pouvoir savoir où vous allez pouvoir vous appuyer pour lui proposer quelque chose. J'ai repris là une citation d'un de vos confrères que je trouvais tout à fait parlante. C'est qu'aujourd'hui, on sait tous laver une salade et pourtant, on est nombreux à acheter de la salade en sachet qui coûte quand même horriblement plus cher. Mais sauf que ça nous fait gagner du temps, ça évite de gâcher de l'eau ou tout simplement, certains vont l'acheter parce qu'ils n'aiment pas le contact avec la salade ou avec l'eau froide. Voilà, donc on est nombreux à acheter de la salade en sachet, pas tous pour les mêmes raisons. Néanmoins, on est tous prêts à payer un peu plus cher pour gommer le truc qui nous enquiquine. Et donc, dans la conception des missions et dans l'accompagnement de vos clients, c'est bien d'avoir ça en tête également. Alors, quelques exemples du coup de nouvelles missions ponctuelles ou récurrentes que vous pourriez proposer à vos clients. Tout ce qui est mission de recouvrement, mission de paiement des fournisseurs, bien sûr l'analyse de rentabilité de vos clients et des clients de vos clients, l'aide de vos clients dans la recherche de financement. Il y a plein de choses que vous faites déjà, c'est juste un petit récap. L'accompagnement dans l'acquisition d'une entreprise, aider vos clients dans la stratégie de développement, faire la facturation pour le compte de vos clients. Je ne sais pas si certains ont mis ça en place aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, notamment dans les entreprises du bâtiment, peut être une source de nouvelles missions. Tout ce qui est classement des documents administratifs, je vous le disais tout à l'heure, les déclarations d'impôts,
Et puis, pourquoi pas l'accompagnement à la transition digitale avec l'accompagnement au choix d'un outil informatique. Bon, sachant que vous avez aussi maintenant, grâce à la loi Pacte, la possibilité de vous faire rémunérer grâce aux honoraires de succès. Alors, néanmoins, pour proposer ce qui intéresse vos clients, il faut bien connaître ses clients. Alors, pour bien connaître les clients, je le disais un petit peu en préambule, il y a effectivement les éléments factuels de connaissance de l'entreprise, ses chiffres clés, son chiffre d'affaires, son résultat, son secteur d'activité, son SWOT, hein, ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Donc ça, c'est vraiment important, bien sûr, que vous connaissiez bien l'entreprise et l'environnement de l'entreprise, mais il va falloir aussi bien connaître le profil psychologique du dirigeant de cette entreprise, du chef d'entreprise auquel vous vous adressez. Alors, je vais faire un petit focus sur la méthode SONCAS. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est celle qui permet de voir à quoi est le plus sensible un client en fonction de certains critères, hein, SONCAS étant un acronyme, j'y viens juste derrière. Donc, l'idée, c'est de bien connaître votre client pour savoir à quoi il va être sensible, encore une fois, pour lui proposer ce qui va l'intéresser lui et pour vous permettre d'adapter votre présentation à son profil particulier. Et puis, il faut aussi connaître son environnement personnel. Il a peut-être des problèmes avec son épouse ou au contraire, il est peut-être pas loin de partir. Oula. Ah mince, on m'entend? Ah, t'es sûr, Benoît. Ah mince, je croyais avoir coupé le micro. Il n'y a pas que moi qui suis malade. Donc, l'environnement personnel, hein, comment ça va avec ses enfants, enfin, ça fait partie aussi des éléments qui peuvent influer son besoin par rapport à son cabinet d'expertise comptable. Donc voilà, il ne faut vraiment pas se cantonner sur la connaissance de l'entreprise, que ce que vous faites bien sûr naturellement. Alors, les 7 typologies de la méthode SONCAS, en fait, on classe là les personnes en fonction de ce à quoi elles sont le plus sensibles. Donc, SONCAS, c'est sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie. Vous avez des gens qui ne veulent pas bouger, ne veulent pas changer, ne veulent pas prendre de risques parce qu'ils ont une aversion au risque terrible. Bon, ceux-là, il va falloir que vous leur proposiez des choses qui vont les rassurer, qui vont leur dire, qui vont leur montrer que avec ça, ils sont sûrs que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de place à l'aléa, etc. Vous avez d'autres personnes qui vont être plus sensibles, enfin plus orgueilleuses. Hein, c'est typiquement chef d'entreprise qui veut toujours avoir des grosses voitures parce qu'il veut montrer aux autres qu'il a réussi. Bon, ça existe, hein, ils ont besoin d'être valorisés. Donc là, il y a aussi une manière de les aborder. Hein, c'est vous, monsieur le client, compte tenu de votre, j'exagère, mais compte tenu de votre rang, compte tenu de vos connaissances, j'ai pensé vous proposer ça parce que vraiment, il n'y a que vous qui comprendrez. Enfin bon, je caricature volontairement. Vous avez des personnes qui sont très attirées par la nouveauté. Donc cela, il faut jouer sur la corde de la nouveauté technologique, de la nouveauté peut-être d'une nouvelle mission que vous venez de créer en disant tiens, j'ai pensé à cette nouvelle mission, j'aimerais bien la tester avec vous. Voilà, évidemment, vous n'allez pas aller proposer ça à un client qui a besoin de sécurité. Après, vous avez des clients qui ont plus besoin de confort. Eux, ils ne veulent pas. Problème de son. Ouais. Qu'elle est encore coincée. Bon, moi, je suis désolée, elle est un petit peu coincée. Ah ça va recommencer. On va refaire. Non, il y a le micro.
Ouais, c'est tout bon là. Et puis l'écran. C'est terrible ça. Ouais. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y avait pas de travaux dans ma rue, rien du tout pourtant. C'est bon, vous m'entendez de nouveau? Ouais, c'est tout bon. Ok. Bon, donc tout ça pour vous dire que vous avez des clients qui sont dans ce son casse plus sensibles hein, à un élément qu'à un autre et que c'est important que vous puissiez les classifier pour adapter votre discours et la manière dont ce que vous allez leur proposer, bien sûr, et la manière dont vous allez leur proposer. Tac. Alors, on parlait tout à l'heure des enjeux peut-être d'un accompagnement autour de l'informatique, puisque vos clients ont besoin d'accompagnement et pour satisfaire à leurs exigences, notamment d'avoir des éléments chiffrés en temps réel, il peut être opportun de leur faire choisir un outil de facturation ou en tout cas de les aider à choisir cet outil. Alors, là, je vous fais part de notre expérience, parce que c'est vrai que chez EBP, on est quand même les grands spécialistes de l'équipement de vos clients. Et on observe sur le marché des experts comptables plusieurs comportements qui sont naturels. Hein, il n'est pas question de dire que c'est bien ou pas bien, c'est juste que ça existe. Et que par rapport à ce que je viens de vous dire, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. On a vu que vos clients, en fonction, bien sûr, de leur entreprise, de leur profil psychologique et de leurs besoins exprimés, ils ne vont pas avoir les mêmes besoins. Or, alors, tous les cabinets ne s'impliquent pas dans l'accompagnement au choix d'un logiciel de leurs clients, hein, entendons-nous bien, mais parmi ceux qui le font, on observe quand même une espèce de standardisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cabinets qui se disent moi je maîtrise tel logiciel, il y a le logiciel miroir qui communique naturellement avec mon logiciel de production, donc je propose systématiquement ce logiciel à mon client. Alors, ça va bien sûr fonctionner pour beaucoup de clients, mais pour certains, ça ne va pas aller parce qu'il va y avoir un problème peut-être de manque fonctionnel ou un problème de vocabulaire parce que, encore une fois, une entreprise du bâtiment ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un commerce ou qu'une petite entreprise qui fait du dépannage à domicile, par exemple. Donc, comment dire, la posture consistant à dire c'est plus simple pour moi de proposer à mon client le logiciel qui communique, qui est identique au mien, parce que forcément, comme c'est le même, ça communique plus naturellement. Il faut faire attention parce que ça peut parfois créer des catastrophes chez vos clients, parce que l'outil en question peut ne pas être adapté aux besoins de votre client. Et ce n'est pas forcément une bonne idée de demander au client de s'adapter au logiciel, c'est plutôt de voir si le logiciel peut s'adapter aux besoins de votre client. Bon, après, évidemment, vous ne pouvez pas connaître toutes les solutions du marché pour vos clients, donc c'est évident que ce n'est pas votre rôle non plus hein, de faire le tour de la place, même si certains d'entre vous le font et y consacrent du temps. Et puis, autre comportement dans les cabinets, souvent, vous préférez laisser faire votre client. Alors là, c'est pareil, ça peut être bien, mais du coup, là, vous ne l'accompagnez pas. Or, on a vu que souvent, ils demandent à ce que leur cabinet les accompagne. Et puis, quand on laisse faire le client, on prend quand même le risque de ne pas bénéficier côté cabinet de ce que le client aura choisi. Il faut quand même que vous veilliez, vous, à ce que, même si vous vous occupez de votre client et que vous pensez d'abord à votre client, il faut aussi quand même intelligemment que ça puisse par ricochet servir le cabinet et vous faciliter la vie à vous. Donc, d'où l'intérêt d'essayer d'avoir une approche différenciée pour satisfaire vos clients et de ne pas tomber dans pas dans le piège, mais dans l'excès de simplicité, à dire soit je leur propose à tous la même chose, soit je fais rien. Alors, que me dit Zoom? Vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Alors,
Là, on vous a mis un exemple de segmentation possible. Donc ça, c'est une segmentation que l'on a fait nous par rapport à nos outils, mais qui n'est qu'un type de segmentation et qui n'est pas suffisant non plus, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il fallait analyser les besoins de votre client dans son intégralité de client, à la fois son activité, qui il est lui-même, quels sont les besoins qu'il exprime, et son environnement. Néanmoins, vous allez avoir aussi dans le comportement des clients qui sont plutôt gestionnaires, donc qui n'ont pas vraiment de compétences comptables ni de ressources en interne, mais qui néanmoins ont une appétence pour des éléments de gestion. Donc là, ça va vous donner aussi une idée vers quel type de produit peut-être les orienter. Après, vous avez des clients qui sont très comptables, donc eux, ils ont des compétences comptables et ils sont déjà capables de saisir les opérations en comptabilité. Pareil, ça vous donne un indicateur sur ce que vous pourriez leur proposer, à la fois en termes de logiciels, mais aussi en partage de tâches collaboratives entre le client et le cabinet. Après, les clients GESCOM, qui, eux, leur problématique principale, c'est de faire leurs factures. Et puis, les clients qu'on a nommés tenus, qui, eux, aujourd'hui, délèguent complètement la compta au cabinet, mais qui ont quand même des problématiques et des besoins de gestionnaires et qui veulent, par exemple, notamment, suivre leur trésorerie. Donc, voilà, c'est une segmentation possible. Et donc, je fais un petit focus et après, je vais m'arrêter sur un artisan du bâtiment. Juste pour vous illustrer les besoins que peut avoir un artisan du bâtiment, de manière à faire le parallèle avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'analyse des besoins dans sa globalité pour avoir une vision un peu de 360 du client. Un artisan du bâtiment, il a bien sûr des besoins fonctionnels. Il faut qu'il fasse ses devis et ses factures. Donc ça, à la rigueur, c'est ce que doit faire toute entreprise. Mais il va avoir souvent des situations de travaux à faire. Donc là, déjà, il y a une notion de vocabulaire et il va facturer en fonction de l'avancement de ses chantiers. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité particulière au métier du bâtiment. Il va vouloir aussi avoir accès à des bibliothèques de prix. Les bibliothèques de prix, par exemple, de la plateforme du bâtiment, ou enfin des grands fournisseurs des différents artisans du bâtiment, pour ne pas avoir à rentrer dans son logiciel tous les prix et pour pouvoir avoir aussi les mises à jour en temps réel. Il va vouloir avoir une analyse de ces chantiers pour savoir si ces chantiers sont rentables ou pas. Il va vouloir pouvoir gérer aussi par affaire, éventuellement pouvoir gérer le retenu de garantie. Donc, on voit déjà qu'ils ont des besoins fonctionnels qui peuvent être un peu différents d'une entreprise de négoce classique. Et puis, il peut avoir aussi comme besoin, voilà, donc d'autres types de besoins, libérer du temps à son épouse, par exemple, parce qu'elle en a marre de faire les devis. Donc, pour lui, ça va être un élément de choix que de dire il faut que je trouve une solution parce que mon épouse, maintenant, elle n'a plus envie de me faire les devis, elle veut faire autre chose, ou on vient d'avoir 2 enfants. Enfin, voilà, ce sont des éléments à prendre en compte aussi. Il peut avoir envie de fiabiliser ses devis parce qu'il se rend compte aussi qu'il ne les fait pas forcément très bien et de manière très juste, et que ça joue sur sa compétitivité. Donc, il va attendre qu'on l'aide là-dessus. Et donc là, ça peut déboucher sur des propositions de mission, comme pourquoi pas l'aide à la définition du cahier des charges du choix d'un nouveau logiciel, l'aide à la mise en place, ou pourquoi pas, ça peut être un autre type de mission, lui proposer d'externaliser la facturation, puisque a priori son épouse ne veut plus le faire. Pourquoi vous ne lanceriez pas une mission au sein du cabinet pour les gens qui ont ce type de besoin? Et puis, bien sûr, lui proposer une analyse de rentabilité des chantiers où vous interviendriez parce que dans son outil, il n'a pas forcément toutes les compétences pour rentrer tous les éléments liés à la paye, etc., qui permettent d'avoir une rentabilité réelle et au plus proche de la réalité. Donc voilà, alors là, je vous ai mis juste quelques écrans pour illustrer les choses sur la partie vocabulaire.
Là, par exemple, on a un écran qui permet à votre client de voir en un seul coup d'œil. Donc, tout ce qui est en rouge, ce sont les clients qui sont en retard de paiement. Tout ce qui est en vert, c'est ceux qui sont OK. Donc là, pour obtenir cet écran-là, bah, c'est toujours pareil. Il y a des choses que le client va pouvoir faire de son côté et puis d'autres que vous pouvez lui proposer de faire à sa place, comme par exemple gérer les règlements à sa place. Le suivi de chantier, donc là, on voit bien qu'on est sur des choses tout à fait spécifiques, où il va pouvoir avoir sur chacun de ces chantiers l'état du chantier et puis un premier niveau d'analyse de rentabilité avec le budget qu'il avait prévu, les différents avenants qui ont été faits, les heures qui étaient prévues, les heures réalisées, et avec derrière une synthèse de l'analyse des coûts de ces chantiers. Et là, encore une fois, avec possibilité pour obtenir ces chiffres-là, que vous interveniez sur une partie des éléments. Donc, en répartition de tâches entre le client et vous-même pour caler au mieux à ses besoins. Voilà, bon, là, c'est un petit tableau de bord qui montre l'évolution du chiffre d'affaires avec un petit symbole fléché, montant en vert quand tout va bien et descendant en rouge quand tout va mal. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc, en résumé, pour avoir une bonne expérience client et pour bien travailler avec vos clients, et notamment dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre de la facture électronique, essayer de bien recenser tous vos clients, d'avoir un entretien avec chacun d'entre eux, avec la perspective aussi de la mise en œuvre de la facture électronique. Parce que alors, nous animons beaucoup de webinaires sur le sujet et il y a vraiment une grosse attente de la part des clients vis-à-vis de leur expert comptable pour les aider dans la mise en œuvre de cette facture électronique. Et effectivement, il va y avoir à un moment donné un partage des tâches entre le client et vous-même et des choix à faire pour le client en termes de logiciel, en termes de plateforme, ou est-ce qu'on ne choisit pas de plateforme et on passe plutôt par le PPF? Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui, dans un premier temps, vont faire ce choix-là. Mais vous avez besoin effectivement de bien savoir ce qu'attendent vos clients et d'identifier leurs besoins et attentes, parce qu'ils attendent de vous que vous les guidiez aussi. Et bon, par rapport à la facture électronique, vous avez aussi un intérêt à les guider vers ce qui vous intéresse, vous. Donc, soyez proactifs. Enfin, je pense que vous l'êtes, mais c'est d'autant plus important que la facture électronique arrive. Voilà, donc identifiez bien le profil de vos clients comme on a vu, et puis après, charge à vous de concevoir une solution qui répond à leurs attentes. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez quelques questions ou remarques ou demandes, on a un petit peu de temps, on peut y aller. On pourra disposer du support. Oui, bien sûr. Présenté, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais... Ah, je vois qu'il y a dans le chat... Oui, il y a la même question du support. Ah oui, j'ai eu un problème de micro. C'est Cindy. OK. Oui, on vous enverra le support, pas de souci. Ça marche avec grand plaisir. Bon, et vous en êtes où alors? Si on fait un petit tour de table dans tout ça avec vos clients, vous avez commencé à... Moi, je vire tous ceux qui n'aiment pas l'évolution technologique. Ah oui. Pas besoin d'avoir de boulet. C'est une bonne méthode. Ils iront chez des confrères, ils les embêteront et tout ira bien. Voilà. Tu as raison, Guy. Donc, plutôt ménage de printemps. Je vire ça et je vire les grosses voitures. Tous ceux qui ont de grosses voitures pour moi, je les vire. D'accord, donc tu fais une analyse psychologique de tes clients. Non, je plaisante évidemment. Non, mais on va avoir beaucoup de difficultés avec certains clients, effectivement. Mais il y en a certains qui vont rester au bord du chemin. C'est sûr. C'est compliqué. Des collaborateurs, il n'y a pas que des clients. On se cache pas que
le message parfois ne passe pas auprès des clients, c'est parce que le collaborateur lui-même trop convaincant et convaincu du message qu'il doit donner au client. D'autres réactions peut-être? Nous, on en est sur le process. Typiquement, de notre côté, on a commencé à communiquer auprès des clients et c'est un très bon exemple de ce qu'on disait sur on ne dit jamais assez les choses positives. On a notamment diffusé en signature de tous les collabs la première vidéo Cabex. Donc, on remercie le réseau et Céline, en l'occurrence, qui est là, de nous faire ces vidéos-là et Eva qui les faisait avant elle parce que ça nous permet de commencer à dire aux clients ne vous affolez pas, ne vous précipitez pas, parce qu'on sait qu'il y a des éditeurs, on le voit, il y a des clients qui commencent à avoir en disant, et puis on voit les pubs sur Facebook qui proposent tout et son contraire pour n'importe quoi, soyez plateforme. On ne sait pas encore qui est plateforme, ne vous affolez pas, mais on va vous aider à faire ça. Regardez, on est au courant, posez-nous les questions. On va dire pour l'instant, on est à cette étape-là, qu'ils sachent bien qu'on est en train de réfléchir, de finaliser une offre et surtout qu'ils ne se précipitent pas sur tout n'importe quoi, parce qu'on sent que pour la majorité, ça rejoint ce que vous disiez sur ce que vous voyez en webinaire. Il part du principe que c'est nous qui devons savoir ce qu'il va falloir qu'ils fassent. L'attente, elle est plutôt dans ce sens-là. Donc, clairement, on est en train de leur dire qu'on est en train de truc. On construit d'ailleurs aussi une offre, notamment, c'est un point de réflexion court chez nous, mais sur le fait de faire la facturation pour les clients à des points que vous avez évoqués. Parce que, alors, c'est un cas minoritaire, mais on sent qu'il y en a quelques-uns où, oui, le petit artisan qui a 10 factures à faire et que ça saoule, il va peut-être vouloir qu'on bascule et qui fait ça sous voir parce que c'est plus facile. Il va peut-être falloir qu'on lui propose une solution clairement, lui disant écoutez, on vous les fait une fois par mois, mais arrêtez. Ah ouais, bien. Ok, donc vous êtes tous bien en marche quand même. Ah sur... oui. Sinon, c'est pas chez Cabex. Ouais. J'ai une petite remarque par rapport à ça, là, parce que vous êtes assez nombreux et justement, je sais qu'il y a des cabinets qui ont déjà plus ou moins travaillé sur des offres présentées en offres packagées, donc des offres aux clients en vue donc, de la facture électronique, donc qui sont vraiment dans l'objectif de faire à sa place, donc on appelle externalisation, pas full service, mais externalisation de la facturation, ou dans le but justement de les former à un logiciel. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un groupe de travail ou qu'on fasse un moment d'échange sur ce sujet-là avec ceux qui ont travaillé sur l'offre ou pas Alors, je pense qu'on va la regarder au prochain CS et qu'une fois qu'elle sera validée, on vous l'enverra. Mais si vous avez besoin qu'on remette en place soit comment dire, un petit plan d'action, on va dire facture électronique sur des sujets comme ça, passez-moi des messages et puis on voit ce qu'on peut faire, nous, en interne. Sachant que nous, on peut vous aider là-dessus aussi, le réseau Québec, parce qu'on a pas mal de présentations sur le thème de la facture électronique qu'on fait évoluer au fur et à mesure des webinaires que l'on anime et des retours que l'on a et bien sûr des évolutions législatives, enfin des infos que l'on obtient au fur et à mesure. Donc, ça peut être intéressant aussi qu'on vous convie à certains webinaires qu'on anime et puis que vous ayez après les supports parce qu'en général, ils plaisent. Ils sont simples, ils sont… non. Ouais. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont suivis, mais autant côté expert, parce qu'on fait des webinaires spécifiques experts comptables et d'autres spécifiques clients, et encore d'autres spécifiques revendeurs, qui s'adressent à toutes nos cibles. Et c'est vrai qu'on a des bons retours. Voilà, et en effet, vous avez raison de le souligner, à ce jour, rien n'est joué, on ne connaît pas les PDP qui seront élus, donc il est urgent d'attendre avant de se jeter sur l'une ou l'autre. Mais les banquiers, là, moi, par rapport aux clôtures 31 décembre là, que je présente, le retour que j'ai beaucoup des clients, c'est les banquiers qui sont les plus virulents, là. Ah ouais. Les banquiers leur parlent déjà qu'il va falloir prendre, qu'ils ont un outil, qu'il va falloir s'y mettre dès la fin de l'année. Enfin, ils sont déjà dans les starting blocks, là, dans le discours commercial. Donc, moi, je leur dis que rien n'est joué, qu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les plateformes et qu'on en aura la connaissance au mieux deuxième semestre 2023. Qu'on communique au travers des vidéos, des petites vidéos Cabex là qu'on diffuse. Je leur demande au passage s'ils les ont bien lues et regardées parce que. T'as raison.
Comme on a on a des échecs d'envoi ou de lecture, hein. Il y en a qui arrivent dans les indésirables ou il y en a qui ne reçoivent jamais nos mails par hasard. Ah oui. Donc là, au moins, les sollicitants leur demander s'ils ont des questions, s'ils ont coupé. Donc, souvent, ils disent, ah oui, oui, j'ai vu. Donc, je les rassure en leur disant qu'on va les tenir informés, qu'on continue d'être justement, qu'on suit ça, le sujet, mais qu'aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Parce que les banquiers, là, oui, ça me fait déjà, depuis une quinzaine de jours, là, j'ai déjà une dizaine de clients qui m'ont parlé. Il y a un véritable enjeu de capter la data, hein, donc les banquiers ne vont pas se gêner, c'est clair. Les banquiers, certains éditeurs qui se positionnent comme PDP. Et on sait qu'ils ont le banquier, comme par rapport à ce que vous avez dit dans la présentation, nous, on n'est pas, et nos collabs ne sont certainement pas formatés pour être des commerciaux, même s'il faut qu'on apprenne à écouter, là où le banquier, entre guillemets, malheureusement, c'est le profil type qui recrute. Donc, eux, ils vont avoir le discours commercial très rodé, très au point pour faire croire aux clients que c'est pas eux qui fassent la solution, quoi. Tout à fait. Donc, attention. Bon, après, vous avez le capital quand même confiance de vos clients. Oui, le point de départ, moi, ce que je vois, c'est que généralement, quand on discute, le point de départ, c'est que oui, il part du principe que c'est nous qui allons savoir comment il faut faire. Et si on prend la peine de leur dire qu'on est dessus, mais c'est tout le sujet de la communication, comme dit Brigitte, il faut leur dire on est dessus, on suit. Les vidéos Cabex, pour ça aide. Faire savoir qu'on est sur le sujet, et à partir de là, ils voudront bien nous écouter. Si on ne fait rien, on va se retrouver avec le client qui est déjà parti sur telle et telle solution, à monter en dépit du bon sens. Tout à fait. Donc, nous, dans le discours avec les collabs, en fait, même les collabs, les assistants sur la mise en place de la démat sur certains clients qui sont encore papier, ils leur expliquent avec l'arrivée de la facture électronique, il faut y aller par étapes, commencez par ça, mettez-le en place maintenant, le fait de scanner les documents. Comme ça, vous n'allez pas tout avoir à faire ou à apprendre d'un coup. Donc, en fait, là, il y a des clients, ça m'a agréablement surpris. Moi, depuis 20 ans que je suis au cabinet, il vient tous les mois amener ses papiers. Et là, il a passé le cap d'utiliser notre plateforme de dépôt. Elles ont réussi, en fait, dans leur discours, à l'embarquer pour qu'il y aille par étapes, parce que ça leur fait peur aussi, tous ces trucs-là. Ceux qui sont tout papier ou ceux qui font des factures encore papier. Donc, on s'attarde aussi, là, il faut qu'on fasse ça d'ici la fin de l'année, c'est qu'il faut qu'on ait listé en fait tous nos clients qui n'ont pas de logiciel de gestion commerciale et tous les clients qui n'ont pas de caisse, de vraie caisse. Ouais. Parce que malgré l'obligation d'avoir une caisse certifiée, je pense que ça, on a encore beaucoup chacun qui n'ont pas ce type d'outils. Donc, il y a des vrais sujets, en fait, l'arrivée de la facture électronique. Ouais. Il y a un petit peu de boulot, mais c'est vrai que le fait d'y aller par étapes et de commencer maintenant, c'est le meilleur conseil que vous puissiez leur donner parce qu'il faut qu'ils complètent leur fiche client. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors, déjà, ceux qui ne sont pas équipés, effectivement, le premier process de digitalisation, puis après, embrayer petit à petit. Ça me paraît sage. C'est vrai que si on les laisse arriver au pied du mur, ça sera beaucoup plus difficile à surmonter. Ok, écoutez, je crois qu'on va pouvoir se quitter là avant de se retrouver un peu plus tard, peut-être, j'espère avant, mais au moins aux universités. Oui, je vais vous envoyer un petit message. Merci en tout cas à tous les Cabexiens de vous être connectés nombreux. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.